Alors, il y a aussi, moi, je suis Lynne Pitre, je suis médecin de famille de formation. Je travaille à l'hôpital Montfort depuis, il faut que je fasse le ADIP, là. Ça fait maintenant 33 ans que je travaille à l'hôpital Montfort. Alors là, je commence à faire partie des murs et de la poussière. Et j'ai une grande passion. Excusez, j'ai une grande passion pour l'éducation, mais surtout l'éducation des précepteurs, parce que je trouve que quand j'ai été lancée en enseignement, j'ai été lancée, puis je n'avais pas grand-chose. Puis là, je trouve que ce serait bien d'être capable de nous donner certaines bases. Alors, si vous voulez, on va commencer. Alors, je ne prétends pas être experte. Je fais juste refléter ce que moi je fais et mes groupes de précepteurs font. Alors, l'adaptation au mode de télésupervision, mais ce n'est plus nécessairement nouveau parce que ça fait maintenant, depuis le mois de mars 2020 qu'on en fait, mais c'était quand même une grande adaptation. Puis je pense que ça m'a permis de réaliser que comme médecin, on s'adapte très vite à plein de situations, mais comme superviseur ou précepteur aussi. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt, sauf que j'ai énormément de billets pour l'éducation. Alors, juste que vous sachiez. Cette session ici, vous allez avoir 1 heure de crédit même pro. Alors, si vous n'avez pas donné vos noms à Géraldine, qui est ici avec nous, là, qui est notre coordinatrice de la FMC, s'il vous plaît, lui donner. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se sont inscrits, mais on ne peut pas voir les noms. Alors, s'il vous plaît, lui envoyer les noms, ou sinon les mettre dans le chat, elle va pouvoir vous envoyer vos crédits après. Alors, mes objectifs, ou les objectifs aujourd'hui, c'est j'espère qu'à la fin de la session, on va pouvoir comparer la différence et la similarité entre la supervision traditionnelle et la télésupervision et qu'on puisse expliquer les éléments organisationnels et technologiques qui facilitent la télésupervision directe. Alors, ça, c'est nos objectifs aujourd'hui, puis on espère que ça va répondre aux vôtres. Alors, on a un nouveau contexte. Alors, le contexte, ça s'appelle COVID-19. C'est nouveau. Ça fait 11 mois maintenant à peu près, ou quasiment 1 an là, finalement, parce que dans une semaine, ça va faire 1 an qu'on est en pandémie. Alors, c'est notre nouveau contexte. Et le contexte qu'on a maintenant, c'est que les apprenants doivent pratiquer la télémédecine. La médecine n'a pas arrêté de fonctionner dû à la pandémie. Au contraire, elle s'est juste transformée. Puis nos apprenants doivent pratiquer dans cette transformation-là. Nos apprenants sont souvent à la maison, alors ce qui est nouveau parce qu'avant, ils étaient toujours au bureau avec nous. Nous, on peut être à la maison, puis votre apprenant peut être au bureau ou votre apprenant peut être peut-être dans une autre ville si c'est un résident ou quoi que ce soit. Alors, on est physiquement maintenant les 3 plus dans la même place. On a toujours notre double rôle de superviseur. Alors, on doit s'occuper de la sécurité de nos patients, qui est la priorité, mais on est responsable de l'apprentissage de nos apprenants. Alors, ce rôle-là ne change pas malgré le contexte, mais peut devenir un peu plus difficile. Et la télémédecine, elle est sûrement ici pour rester parce que nos patients aiment beaucoup et c'est très pratique pour plusieurs d'entre eux. Alors, si la télémédecine reste, bien, la télésupervision va rester aussi. Alors, c'est ça notre nouveau contexte. N'hésitez pas à m'interrompre n'importe quel temps. Je peux juste pas voir le chat. Géraldine, alors s'il y a quelque chose, tu me le dis. Alors, la définition de supervision, c'est simple, c'est accompagner une personne pendant ou à post-priori dans sa réalisation de tâches dans le but de lui offrir une rétroaction. Alors, quand que le mot vision, ça veut dire que tu les vois. Alors, soit que tu les vois de façon directe ou indirecte, mais il faut que tu aies vu quelque chose. Alors, c'est ça notre supervision. Et la télésupervision, mais c'est la même action, sauf qu'au lieu de les voir dans la même salle, tu utilises des outils technologiques, soit audio ou vidéo, pour pouvoir faire notre supervision. Alors, c'est ça nos 2 définitions de supervision. Alors, nos rôles. Alors, moi, je voudrais vous demander, ceux qui sont précepteurs, est-ce que votre rôle de superviseur, c'est quoi les grands défis que vous avez dans vos rôles de superviseur? Et maintenant, c'est quoi les grands défis que vous avez dans vos rôles de télésuperviseur? Alors, je ne sais pas si vous avez des défis que vous voulez partager. Je crois que vous pouvez continuer, okay. Il n'y a aucune question. Parfait. Moi, mon plus gros défi d'être télésuperviseur, c'est comment avoir confiance en quelqu'un que je ne vois pas physiquement travailler. Alors, on va voir comment on peut s'organiser avec ça.
Alors, les bonnes nouvelles, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des bonnes nouvelles, surtout un vendredi matin, c'est que nos principes de base de supervision sont les mêmes. Alors, qu'on soit en télésupervision ou qu'on soit en supervision traditionnelle, c'est les mêmes principes. Alors, ce qu'on faisait bien avec un, on peut faire bien avec l'autre. On peut toujours continuer à évaluer le raisonnement clinique de notre apprenant. On peut très bien évaluer ses techniques de communication. On est capable d'évaluer son autonomie, son professionnalisme, sa gestion tant du patient, des ressources et de son temps. C'est toutes des choses qu'on peut évaluer. Les principes aussi de rétroaction de qualité demeurent exactement les mêmes. Alors, ce qui est bien, c'est on retombe sur nos pattes, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau. On peut utiliser exactement les mêmes bases. Alors, juste pour simplifier un peu, j'ai essayé de voir c'était quoi nos rôles qu'on faisait avant, comme je dis, de façon très simple. Alors, avant, en traditionnel, puis traditionnel, je veux dire que c'est en personne, là, notre apprenant est au bureau, nous, on est au bureau, le patient est au bureau. Alors, on pouvait expliquer aux patients le rôle que l'apprenant avait dans leurs soins. Alors, c'est quelque chose que tu peux faire aussi en virtuel. Tu peux parler aux patients, dire, écoute, là, tu vas voir mon résident, tu vas voir mon étudiant. On doit toujours instaurer et maintenir un climat qui est propice à l'apprentissage. Alors, ça va dans les deux milieux. On doit être familier avec les objectifs de stage. Alors, si c'est un étudiant de médecine, on doit connaître nos objectifs. Si c'est un résident, on doit connaître les objectifs. Alors, ça ne change pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait toujours, c'est figurer le niveau de formation de l'apprenant. Alors, si c'est une troisième année, une quatrième, une première étudiant de médecine ou un R1, R2, le niveau de formation est différent, donc nos attentes vont peut-être être différentes et c'est important de s'en enquérir. Et on doit toujours veiller au rapport service-éducation. Ça doit être un rapport qui est adéquat pour les deux. On doit bien décrire nos attentes, ce qu'on doit faire dans les deux. On doit cibler des rétroactions formatives. Puis là, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié dans le traditionnel, mais ça devrait être dans les deux. Une des différences qu'il y a dans le virtuel, c'est que ce serait très bien de toujours les documenter parce que maintenant que les examens pour plusieurs de nos apprenants, surtout au niveau de la résidence, sont repoussés, les collèges doivent se fier à nos rétroactions pour déterminer s'ils peuvent avoir des licences restrictives. Alors, très important de bien documenter nos rétroactions. Ça nous permet, on est capable aussi d'évaluer l'apprenant dans les deux méthodes. On est capable de promouvoir et être un modèle de saine conduite professionnelle dans les deux cas aussi. On est capable de maintenir nos compétences médicales et pédagogiques et on doit être disponible dans les deux cas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà souvent. Ça n'a pas changé. Alors, ce qui est peut-être différent, c'est que pas qu'il y ait vraiment de différence, c'est qu'on adapte toujours notre niveau de supervision selon l'apprenant. Alors, c'est sûr que si j'ai une première année, deuxième année comme étudiant de médecine, je ne suis pas sûre que je vais leur laisser faire je vais leur laisser faire des choses tout seul, mais je vais aller tout revérifier parce qu'ils n'ont pas encore les compétences que je m'attendrais, ou ils ont les compétences exactement qu'on s'attend, mais elles ne sont pas encore assez développées pour être autonomes. Si c'est un R1, R2, probablement que ma supervision va aussi changer. Mon R1, je vais superviser de plus près, tandis que mon R2, en fin de résidence, je vais peut-être le superviser un peu moins ou un peu de moins près. On confie aussi les patients selon le niveau de l'apprenant. Alors, un cas plus difficile, je ne le donnerai peut-être pas à mes deuxième, troisième années, mais je le donnerai beaucoup plus peut-être à mon R2. Mais tandis qu'un cas qui est peut-être plus simple ou que c'est juste un problème, puis que c'est un patient qui est assez volubile, peut-être que je le donnerai à mon étudiant de médecine. Alors ça, c'est peut-être des choses qui changent un petit peu. On va peut-être être un peu plus sélectif en télésupervision qu'on serait en vraie vie. On doit, puis là, c'est quelque chose qui est difficile pour nous autres parce que ça vient chercher notre insécurité. Là. Il faut comprendre que notre apprenant, il a beau essayer de faire une belle histoire, il a beau essayer de prendre le plus d'informations possible, il lui manque quand même une partie d'examen physique. Alors, ça ne sera pas complet ce qu'il va nous donner. Alors, il faut qu'on comprenne ça, pas le chicaner parce que ce n'est pas de sa faute, mais réaliser que l'interaction ne soit pas complète. Donc, notre propre insécurité d'avoir des choses non complètes, il faut qu'on s'en occupe. Alors, nous aussi, on devient incertain avec la télémédecine. Et il ne faut pas que cette incertitude-là ou notre inconfort de ne pas avoir les choses parfaites comme on avait avant ou complètes comme on avait avant devienne négatif pour notre apprenant. Et on discute toujours des cas. Ça, ce n'est pas nouveau non plus. Alors, idéalement, avant de faire de la télémédecine, on doit s'assurer que notre apprenant
soit compétent dans l'anamnèse, l'examen et la communication. Et souvent, ce qu'on recommande, c'est, si possible, d'avoir au moins quelques jours ou quelques semaines, d'avoir notre apprenant avec nous en présentiel. Alors là, on a des nouveaux R1 qui s'en viennent en juillet, on a toujours des nouveaux étudiants qui arrivent avec nous aux 4 ou 6 semaines. Ce serait vraiment bien que les premiers jours, pour se faire une tête sur leurs compétences, de les voir faire en personne. Alors ça veut dire que si l'apprenant est, comme il est juste mis avec moi, je demande à mes collègues, est-ce que tu pourrais l'observer de façon directe au bureau pendant quelques jours, juste qu'on ait un sens, parce que c'est super important d'avoir une idée globale de ses compétences pour commencer. Ça serait bien aussi que l'apprenant nous regarde faire une téléconsultation. Alors, soit qu'il est avec nous au téléphone, alors on fait un appel à 3, soit qu'il est avec nous par vidéo pour voir comment est-ce qu'on fait ça, parce que nos techniques d'entrevue changent, nos techniques d'interaction avec le patient changent. Alors, c'est important de le démontrer à nos étudiants. On est chanceux, nous, à l'Université d'Ottawa, tous les étudiants ont eu un curriculum de télémédecine. D'à peu près, ils ont eu 4 cas en télémédecine plus la théorie, mais pas toutes les écoles de médecine ont eu la chance ou ont été capables de monter ça aussi rapidement. Alors, il va falloir voir, puis pour juillet, ça va être important si on a des nouveaux résidents, de vraiment s'assurer de leur connaissance en télémédecine, puis s'assurer de leurs compétences de base. Sélectionner les cas aussi. Alors, je ne donnerai pas nécessairement un cas excessivement complexe ou un cas qui a une histoire très, très difficile à mon apprenant au début pour les premiers cas, mais c'est quelque chose que je voudrais avoir. Mais sélectionner peut-être des cas selon le niveau. Bien exprimer nos attentes aussi à nos apprenants. Alors, moi, j'aime ça leur dire, écoute, je te donne... je ne sais pas, Madame X, c'est une dame de 23 ans qui a telle chose. En donnant nos attentes, donner une petite histoire à nos apprenants, ça les aide à les situer. Puis là, je leur dis, écoute, prends 20 minutes, une demi-heure, fais ce que tu dois faire, travaille sur un différentiel, on se rappelle après, tu mets texte quand tu as fini, juste que ça soit clair, que la communication soit très fluide entre nous. Et l'apprenant aussi, surtout si c'est en télémédecine, et ce serait mieux s'il y aurait un précepteur d'attitré à lui qui est disponible, mais pour quand il fait de la télémédecine, parce que des fois ça peut être difficile, mais au moins si c'est plusieurs précepteurs, qu'il y ait une grande communication entre les précepteurs pour pouvoir mieux évaluer la compétence de l'étudiant et vraiment s'assurer qu'il y a les capacités de base pour faire la télémédecine. Des commentaires, des questions? Pour le moment, il n'y en a pas. OK, parfait. Lynn? Oui? Bonjour, c'est Marc. J'ai dû passer de mon ordinateur à mon téléphone parce que mon ordinateur, la caméra, etc., ça ne fonctionnait pas. J'aime beaucoup ce que tu présentes jusqu'à maintenant. Juste à peu près 2 slides avant, quand tu parlais de l'examen physique qui manque, oui. Moi, ce qui m'est venu en tête avec ça, c'est que quand ça fait quelques années qu'on est en pratique, on prend une histoire, puis on a déjà dans notre tête une bonne impression de ce qu'on va probablement trouver à l'examen physique. Les nouveaux, que ce soit étudiants ou résidents, n'ont pas nécessairement déjà ce bagage-là. Alors, quand ils font une histoire, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les amener à réfléchir, OK, qu'est-ce que tu penses que tu vas potentiellement ou que tu te retrouverais potentiellement à l'examen physique? Puis la deuxième étape, c'est quels sont les patients que tu vas dire, OK, là, je n'ai pas le choix, il faut que ce patient-là soit vu. Alors, on doit amener ce patient-là à la clinique pour être examiné. Mais j'essaie de leur faire ce lien-là. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent raisonnablement évaluer en virtuel seulement versus qu'est-ce qui va demander que le patient soit amené pour un examen? Excellent. Excellent. Parce que ça, c'est vrai, parce que il y a beaucoup, ils ont montré qu'avec la télémédecine, le nombre de tests qu'on fait est beaucoup plus grand, mais tu n'en as peut-être pas de besoin nécessairement tant que ça. Mais c'est vrai, il faut vraiment penser à qu'est-ce que tu chercherais à l'examen, puis qu'est-ce que tu ne peux pas voir, parce qu'au téléphone, c'est sûr qu'on ne voit rien. Mais si c'est une vidéo, il y a beaucoup de choses que tu peux faire là, comme examen physique, même si ce n'est pas complet. Alors, je suis bien d'accord avec toi, Marc, demander ce serait quoi les trouvailles qu'ils cherchent, puis quelle trouvaille doit absolument être faite en présentiel. Excellent point. Excusez, je fais des choses qu'on n'est pas supposé de faire, là, toutes les autres. Alors, écoutez, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu la similarité. Alors, quand je vous dis, c'est comme retomber sur nos pattes.
Alors, pour l'observation directe, ben, au bureau, c'est facile. Tu rentres avec, tu le regardes, tu vois le patient. C'est souvent rassurant pour nous de zioter le patient, soit avant ou après que l'étudiant l'ait vu. Comme ça, on est correct, on se sent rassuré. Mais quand c'est en virtuel, ben, on ne peut pas le voir, mais on peut participer à un appel à trois. On peut rappeler le patient avec l'étudiant. On peut juste se joindre à la conversation n'importe quel temps, tant que l'étudiant le dit que mon patron va se joindre avec nous n'importe quel temps pour pas que le patient soit surpris puis qu'il donne son consentement. Et participer à la vidéo, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Moi, je fais souvent, je n'ai pas fait beaucoup d'appels à trois parce que je ne suis pas bien forte en technique, alors des fois, je ne sais pas trop comment faire un troisième appel. Mais en vidéo, je le fais souvent avec mes résidents et les patients, puis c'est vraiment, vraiment impressionnant de voir comment bons sont nos résidents, puis comment que le patient est prêt à se faire observer par deux personnes. En observation indirecte, mais c'est la discussion de cas, la revue de dossier, c'est exactement la même chose avec la supervision virtuelle. Il y a une autre chose qu'on peut faire aussi qui serait en virtuel aussi, c'est que si on ne peut pas physiquement participer à la vidéo, on peut peut-être le filmer et le regarder plus tard. Ça nous donne un genre d'observation directe aussi. Elle n'est juste pas dans synchrone, elle est asynchrone, mais ça nous permet aussi de bien voir notre étudiant. C'est des choses qu'on fait aussi souvent au bureau, dans les UMF. On les observe, puis on filme la session pour que l'étudiant puisse se voir aussi. Alors, des fois, c'est quelque chose qui peut nous aider. Il faut toujours avoir le consentement du patient si on décide de faire ça. La satisfaction des apprenants, elle est, au début, on pensait que ce serait peut-être que les étudiants aimeraient beaucoup mieux ça en traditionnel. Ils adorent le traditionnel parce qu'ils aiment voir le monde. Il faut dire qu'ils trouvent ça dur en virtuel de ne pas avoir ce contact physique-là, soit parce qu'ils aiment voir les gens ou soit parce qu'ils aiment faire les examens. Mais ils sont quand même assez satisfaits de la supervision qu'ils ont en virtuel aussi. Alors, ce qu'on devrait faire, c'est toujours une rencontre journalière, planifier la journée. Écoutez, aujourd'hui, on a 10 patients. Moi, je veux que tu vois tel patient. Après chaque patient, je veux que tu m'appelles ou tu me textes ou on se parle à la fin de la journée, dépendant du niveau de votre résident ou de votre apprenant. Alors, on détermine comment on revoit les cas. Comment est-ce qu'on se voit après chaque cas, à la fin, par texto. Si on décide que c'est par texto, qui est un moyen qui est probablement plus ou moins sécure, dépendant, il faudrait juste s'assurer qu'il n'y a aucune information dans les textos qui pourrait être reconnue. Alors, dire, écoute, le deuxième patient, je suis prête à discuter, il n'a pas donné de nom, pas donné de détails. C'est souvent un moyen. Nous, on le fait beaucoup parce qu'on a PSS, puis nos résidents ont PSS de la maison. Alors, on le fait beaucoup par le message instantané dans notre logiciel, ce qui aide. Pour nos étudiants de médecine, on ne leur a pas donné de licence de PSS, donc eux sont au bureau pendant que moi, je suis à la maison et on fait la même chose. Soit qu'on s'appelle, soit qu'on se texte ou soit qu'on s'envoie des messages par PSS. Le debriefing est très important aussi, puis je dois avouer que je fais pas souvent, je fais un peu de debriefing au bureau, mais on dirait que juste regarder leur visage, j'ai déjà une réponse, mais je fais beaucoup plus de debriefing quand c'est en virtuel parce que je ne les vois pas. Puis je veux m'assurer que ça a bien été, que leur but a été atteint, qu'ils ont eu une bonne relation avec le patient, on fait une petite capsule d'enseignement, puis on donne la rétroaction. Alors pour moi, je ne sais pas pourquoi on dit que je prends plus le temps en virtuel qu'en traditionnel, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou ça n'a rien changé pour le debriefing ou la rétroaction de votre côté. Alors, ce qui est très différent, naturellement, c'est que... Oui. Je trouvais pas mon mieux. OK. En effet, je ne sais pas si c'est parce qu'on a plus de temps. On dirait qu'on a plus de temps ou on se sent moins stressé, peut-être aussi, entre les patients. C'est pas la fin du monde qu'on est en retard. Mais j'ai la même impression. Ouais, c'est ça. Je pense que le retard, eh bien, mes patients sont impressionnés que je suis à l'heure au téléphone ou 5 minutes d'avance, ou des fois, je suis même 15 minutes en avance. Tandis qu'au bureau, je suis toujours 15 à 20 minutes en retard, rarement à l'heure. Alors, les patients sont très impressionnés, mais tu as raison. Je pense qu'on a un peu plus de temps ou on prend plus le temps. Alors, je trouve ça bien.
Alors, ce qui est différent entre la supervision traditionnelle et virtuelle, c'est que, bien, un est en présentiel, l'autre à distance. Le traditionnel, c'est ultra confortable, tandis que le virtuel, bien, au début, c'était très inconfortable. Puis ça va être inconfortable plus, je trouve, à chaque fois qu'on va avoir des nouveaux apprenants parce qu'on n'a pas encore établi notre lien de confiance avec eux. Il faut se rappeler que c'est plus long en virtuel. Là. Ça prend plus de temps pour un étudiant ou un résident de voir un patient en virtuel qu'en présentiel. On dirait qu'ils ont plus de difficultés à soit à clore l'entrevue, si c'est ça, mais aller chercher l'information. Comme il manque, surtout si c'est au téléphone, comme il manque ton côté de voir le patient, il faut tellement qu'il concentre sur le ton de la voix, aller chercher beaucoup plus de questions pour avoir ce qu'il y aurait eu en visuel, que ça peut prendre plus de temps. Alors, nous, de notre côté, il faut qu'on le réalise que si on veut juste juger l'efficacité du temps, ce n'était pas l'idéal tout de suite en présentiel. Aussi, en traditionnel, mais il n'y a pas grand problème de supervision. L'enjeu de sécurité du patient est petit parce qu'on est sur place. Tandis qu'en virtuel, l'enjeu est plus grand pour la sécurité des patients parce que, un, l'examen physique est inconsistant. Deux, faut faire, puis on fait toujours confiance, là, mais des fois, le questionnement n'a peut-être pas été assez en détail par notre apprenant. Il faut vraiment aller chercher plus d'informations qui n'ont pas été faites. Alors, ils disent que souvent la sécurité est peut-être un peu plus grande. Ce n'est pas des gros problèmes, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on réalise. Et pour le patient, il faut qu'on sache que quand on fait de la supervision, pour le résident, quand on fait de la supervision, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu le vois, ton patient. Tu ne peux pas toujours faire ça par téléphone. Alors, c'est ça, cet enjeu-là, c'est qui je vois, quand je vois, pourquoi je le vois. C'est toutes des choses qu'on devrait probablement discuter avec notre apprenant aussi pour ne pas causer un problème de sécurité à notre apprenant. Puis la rétroaction, ben, elle devrait être pas mal semblable dans les deux cas, mais ça va être plus porté peut-être sur la communication. Alors, le Collège de médecins de famille a fait des très, très bonnes ressources pour la télésupervision. Alors, on va juste les reviser. Alors, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il fallait vraiment déterminer le niveau de confort de notre apprenant. Alors, le niveau de confort, ce n'est pas nécessairement le niveau de confort, bien, c'est en partie de sa médecine, là, ce qui est à l'aise, faire des histoires, faire des examens. Alors, il faut l'observer un peu, mais c'est son niveau de confort au point de vue technologique, au point de vue télémédecine. Est-ce qu'il comprend que la télémédecine, c'est bon, mais ça a des limites? Est-ce qu'il comprend quel patient faudrait qu'on voit en personne? Est-ce qu'il comprend qu'il faut absolument demander un consentement et l'écrire? Alors, c'est ça qu'ils veulent qu'on revise avec notre apprenant. On doit aussi déterminer le niveau de supervision requis. Alors, ça, on en a déjà parlé. Plus ton apprenant est junior ou que tu as des doutes sur les compétences, plus ta supervision devrait être forte. Alors, tu devrais les regarder plus, rappeler les patients, être avec eux. Tandis que si tu as un résident ou un étudiant dont le niveau de confiance est là, le cas n'est pas trop compliqué, peut-être que tu vas faire juste une supervision indirecte à la fin. Alors, tout ça, c'est important de déterminer notre niveau de supervision. La complexité du cas aussi va faire que ton niveau de supervision va changer. Alors, un cas qui est très complexe, tu vas rentrer plus avec ton apprenant dans le cas, donc tu vas le superviser de plus près, tandis qu'un cas qui est très, très simple, probablement que tu vas faire une supervision un petit peu plus éloignée. Alors, il faut réfléchir aussi à l'approche de la supervision. Alors, est-ce que ça va être une supervision directe? Alors, comme je vous ai dit, soit que je les regarde par vidéo, soit que je suis au téléphone avec eux, ou une supervision indirecte, c'est-à-dire qu'on en discute le cas, je lis le dossier, alors il faut déterminer ça d'avance. Il faut aussi, ce qui serait bien, c'est que décider du moyen de communication avec nous. Alors, comment on va communiquer? Est-ce qu'on se met Teams à côté toute la journée pour qu'on puisse se parler n'importe quel temps? Est-ce qu'on se texte? Est-ce qu'on s'écrit des messages instantanés? Ça, c'est très important. Puis ça va nous donner une belle sécurité, une belle complicité entre vous et votre apprenant. Aussi, ce qui est bien qu'ils nous disent, c'est on envoie nos apprenants, comme Marc disait, qui n'ont pas encore toutes les mêmes compétences que nous. Il y a des choses qui manquent parce qu'ils sont juniors, puis c'est normal. Alors, ce serait peut-être bien qu'ils nous observent. On leur fait faire la télémédecine en jeu quand ils sont comme étudiants de médecine, mais le faire qu'un vrai patient ou voir quelqu'un le faire, c'est très, très enrichissant. Alors, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on pense à faire. Ça va toujours? Excellent. Alors, revoir les cas du patient.
Alors, ça, c'est super important, puis on le fait toujours, mais avec la télémédecine, il y a toujours des choses qui sont peut-être un petit peu plus particulières. Alors, il y a certaines questions que le collège nous demande de revérifier avec notre apprenant. C'est est-ce que le cas que tu as vu était-tu approprié pour de la télémédecine? Alors, peut-être un renouvellement de médicaments, c'est peut-être approprié. Quelqu'un qui a un super gros rash puis qui t'appelle pour dire écoute, j'ai une grosse démangeaison, c'est peut-être pas nécessairement approprié juste au téléphone. Il faudrait que tu trouves un moyen d'avoir soit des photos, soit qu'il t'envoie une vidéo, qu'il y ait quelque chose pour que tu le vois parce qu'on ne peut pas s'attendre qu'un patient ait les mots parfaits pour nous décrire une lésion. Alors, il faudrait qu'on trouve d'autres moyens. Quelqu'un qui a des, je ne sais pas moi, qui a je n'ai pas d'exemple parce que nous avons tous nos entrevues, première fois, c'est toujours en télécommunication, en téléconsultation, mais je pense que ça va être important de déterminer si ce cas-là doit venir au bureau. Est-ce que l'apprenant est conscient des limites de la télémédecine? Alors qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut peut-être pas bien entendre le ton de la voix, qu'il y a peut-être, tu sais, des fois les patients, ils font la télémédecine, comme j'en ai une qui était dans un car wash en train de parler de petits problèmes dans le bas du corps, puis quand elle est rentrée dans le car wash, ça l'a été dans la voiture avec un monsieur qui est en train de nettoyer en dedans. Là. Alors, à un moment donné, c'est des limites. S'il y a des sujets délicats, il faut s'assurer que le patient soit seul, qu'il n'y a pas personne autour quand c'est délicat, ou c'est un patient qui ne peut pas parler. Comment tu fais? Hier, j'ai eu un patient qui était tellement sourd qu'il ne nous entendait pas. Alors, lui, on a décidé que non, ce n'est pas un cas approprié pour la téléconsultation, on le fait venir directement. Là. Alors, est-ce que l'étudiant est au courant de ces limites-là? Puis ça, c'est la partie qu'il faut voir. Est-ce que l'apprenant a obtenu assez d'informations pour faire un diagnostic? Alors, est-ce qu'il a bien fait ton histoire? Y a-tu bien fait partie d'examen où y en a-tu besoin? Y a-tu regardé des tests? Y a-tu regardé des antécédents? Y a-tu regardé le dossier pour voir? Parce que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on demande. Nous, on les connaît, nos patients, mais les étudiants ne les connaissent pas. Alors, comment ils ont fait pour avoir le diagnostic? Alors, quand on fait la minute du précepteur, on lui dit, écoute, donne-moi un petit résumé du patient, qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Quand on pose le pourquoi pour qu'il défende son diagnostic, c'est là que c'est bien, quand on est en supervision, d'aller voir comment est-ce qu'il est allé chercher son information pour s'assurer qu'elle soit complète. Est-ce que l'apprenant, il sait comment faire des tests? Est-ce qu'il sait comment faire des références à soit des spécialistes, soit à d'autres professionnels de la santé? Est-ce qu'il sait comment prescrire des médicaments? Ça a l'air niaiseux, là, mais s'ils ne savent pas comment, ben, ces choses-là ne se feront pas. Alors, nous, notre logiciel, un des mauvais côtés de ça, c'est quand mes résidents sont en télémédecine, s'ils prescrivent des médicaments, puis ils l'envoient directement à la pharmacie, il n'y a aucune signature qui apparaît. Alors, quand ils font ça, ça veut dire que les patients n'ont pas les prescriptions parce que les pharmacies ne les rempliront pas. Alors, il faut qu'ils s'assurent que nous, on soit au courant. Alors, il faut qu'il y ait une bonne communication qui, au bureau, ne fait pas. Alors, c'est tous ces petits détails-là qui font que c'est important de revoir le cas avec le patient. Aussi, est-ce que la prise en charge, quand on regarde le dossier, est-ce qu'elle est appropriée compte tenu du temps COVID? Alors, tu sais, comme il y a 1 an, si j'ai quelqu'un qui a une infection d'urine, bien souvent, je faisais venir au bureau, donne-moi une culture, puis là, je ferais peut-être donner des antibiotiques, mais maintenant, c'est COVID, les patients ont peur de sortir, on ne veut pas nécessairement sortir, c'est typique d'une infection, mais peut-être que je vais donner des antibiotiques à l'aveuglette. Mais si on fait ça, qui est peut-être approprié dans le contexte de COVID, il faut s'assurer que quand on revoit le cas et le dossier, que ce soit documenté le pourquoi. Parce que notre médecine, elle change un peu. Alors, important de documenter pourquoi tu as fait ça en ce temps-ci, en 2021, à cause de COVID. Je pense que c'est important. Des questions là-dessus? Non? OK. Alors, revoir les notes. Alors, ce qui est super, super important que tous les collèges demandent, c'est qu'il faut absolument que la note indique que ceci a été une entrevue, une consultation virtuelle dans le contexte de COVID-19 et que pas d'examen physique a eu lieu. Important que le consentement soit bien documenté, que le patient était d'accord qu'on a fait ça de façon virtuelle. Puis aussi, on dit quand on revoit les notes, mais ça serait bien là, les étudiants peuvent revoir la technologie, comment améliorer les notes. Est-ce qu'ils sont capables de taper comme il faut? Est-ce qu'ils ont ajouté des photos? Est-ce qu'ils ont ajouté des vidéos? Alors ça, c'est des choses qui sont
important de revoir les notes. Quand on revoit les notes aussi comme superviseur, c'est là qu'on va pouvoir voir si le raisonnement, si elle est complète, si ça fait du sens de la façon qu'ils ont pris l'histoire, si on été capables, parce que même si tu ne vois pas le patient, tu es capable d'entendre la voix, tu es capable d'entendre s'il y a de la détresse dans la voix, s'il y a l'air d'avoir de la douleur, si le patient pleure ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est toutes des choses que tu peux documenter. Si tu as eu une photo pour un rash, tu peux la documenter dans ton histoire, dire, écoute, je n'ai pas vu le patient, mais la photo démontre, tu la décris, c'est comme un examen. Puis ensuite, tu peux voir son impression. Alors, avec ça, tu es capable de voir si son raisonnement clinique est approprié ou non. Alors, très, très important de bien relire les notes de nos apprenants. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut faire une feuille de route ou une rétroaction écrite. Alors, c'est encore plus important maintenant, comme je vous disais, parce que les examens nationaux ont été reportés. Les collèges se fient beaucoup aux directeurs de programme et aux précepteurs pour déterminer si les résidents sont compétents à pratiquer. Alors, comme nous, la médecine familiale, il y a eu c'est comme ça a pris du temps avant que les examens aient lieu. Alors, pendant quelques mois, ils ont une licence restrictive, mais le but d'avoir la licence, c'était nos directeurs de programme qui ont déterminé si c'est important. Alors, c'est encore plus important en temps de COVID et en télésupervision de documenter. Alors, pour les feuilles de route, ce que ça nous disait, quand tu es un superviseur, il y a un super bel article qui est sorti du Collège des médecins de famille sur la perle sur la rédaction des feuilles de route en soins virtuels, que je trouve très, très intéressant. Puis je vais aller rapidement parce que j'ai donné les liens qu'on pourra voir. Alors, première chose qu'il demande, c'est est-ce que l'étudiant ou le résident, parce que nous, les feuilles de route, on l'utilise beaucoup pour les résidents, mais est-ce que l'utilisation est sécuritaire et efficace de la technologie et des règlements locaux? Alors là, est-ce qu'il se demande, est-ce qu'il utilise bien les bonnes plateformes? Est-ce qu'il pratique les soins virtuels, la télémédecine selon les règlements locaux? Est-ce qu'il discute bien de la confidentialité et des limites de la télémédecine? Et ça doit être documenté aussi. Et aussi, est-ce qu'il précise qu'il y aura d'autres personnes présentes durant l'entrevue, comme je disais, si nous, on y va? Puis, est-ce qu'il y a des façons novatrices de découvrir des données ou utiliser toutes les données possibles? Alors, comment est-ce qu'il va chercher des photos? Est-ce qu'il regarde le vieux dossier? Est-ce qu'il fait quelque chose? Alors, ça, c'est toutes des choses qu'on peut documenter lors d'une feuille de route sur l'utilisation sécuritaire de la technologie. Le deuxième point, c'est est-ce que sa communication est adaptée à la télémédecine? Alors, est-ce qu'il est capable de bien établir un rapport ou explique bien aux patients ce qui se passera? Puis ça, c'est facile quand on fait de la supervision directe en télémédecine. Là, si je suis aux vidéos, je le vois avec lui. Si je suis au téléphone, je devrais l'entendre. Alors, très facile à mettre un commentaire là-dessus. Est-ce qu'il entend bien ou il écoute attentivement les indices verbaux? Alors, les patients vont nous dire plein de choses. Est-ce qu'il les entend? Est-ce qu'il est capable de réagir? Est-ce qu'il est capable d'aller bien clarifier les propos qui sont ambigus? Puis, est-ce qu'il consigne le consentement et toutes les raisons? Alors, ça, c'est ce qu'il écrit, est-ce qu'il parle du consentement? Puis, est-ce qu'il explique aux patients pourquoi, en temps de COVID, le traitement ou le suivi ou la prise en charge pourrait être un petit peu différente? Parce que c'est important, c'est nouveau. Il y a des choses qu'on fait, j'appelle ça faire ça à l'aveuglette parce que c'est pas tout à fait ce qu'on faisait avant, mais ça ne veut pas dire que ces soins-là ne sont pas bons. Alors, important de l'entendre et de le documenter. On peut voir aussi son raisonnement clinique, il faut qu'il soit adapté aussi. Alors, puis ça, c'est un peu ce que Marc disait, là, c'est super important que notre apprenant sache si le cas qu'il vient voir est approprié juste en télémédecine ou c'est quelque chose qu'on devrait avoir une consultation en personne. Puis ça a l'air facile, mais il y a beaucoup de fois que ça va être l'incertitude de notre apprenant qui va faire qu'il va vouloir le voir en personne parce qu'il désire faire un examen. Puis comme Marc a mentionné, il y a peut-être des choses à l'examen qui ne nous aideront pas beaucoup, tandis qu'il y en a d'autres qui vont nous aider beaucoup. Alors, comment faire cette sélectivité-là est très importante. Puis c'est une très, très belle compétence à acquérir. Puis on le voit bien dans les derniers mois avec nos résidents. Là, au début, moi, ils voulaient voir tout le monde. Puis là, maintenant, ils sont rendus beaucoup plus spécifiques qui veulent voir. Est-ce qu'ils sont bons aussi pour poser des questions qui sont pertinentes afin de déterminer la gravité des symptômes? Surtout si la consultation est juste en audio. Là. Alors, est-ce qu'ils sont bons pour aller vraiment chercher les détails? Parce que là, ils perdent
leur cue visuel de voir le patient. Donc, il faut juste qu'ils posent plein de questions. Il faut leur dire aussi à nos apprenants que cette vigilance attentive-là qu'on a suite à la télémédecine, c'est normal qu'ils soient fatigués à la fin d'une journée. C'est normal qu'ils ont l'impression que oh my God, c'est lourd. C'est pas nécessairement plus lourd, mais il faut tellement être attentif que c'est beaucoup plus fatigant que voir des patients en personne. Aussi, il faut adapter notre consultation selon notre consultation en mode de communication. Il faut prendre les bonnes questions, le bon vocabulaire. Et faire attention aussi aux préjugés qu'on peut avoir sur le raisonnement clinique. Là. Alors, ce qu'ils disent avec ça, c'est qu'il y a bien des choses qu'on peut décider que ce n'est pas important dans le temps de pandémie. Alors, il faut faire attention à ces préjugés-là qu'on pourrait avoir. Il faut la conscience sur la situation. Alors, s'adapter sur la prise en charge habituelle et les plans, comme notre prise en charge et nos plans sont peut-être pas pareils le 5 mars 2021 qui était le 5 mars 2020. Puis ça, c'est normal, c'est le temps de la pandémie. Il faut juste l'expliquer le pourquoi. Et ce qui est important, c'est planifier des soins futurs tout en restant holistique pour le patient. Alors, c'est quoi le niveau de soins qu'on veut? Alors, ça, c'est quelque chose qu'on fait de toute façon, mais juste réaliser, est-ce qu'il faut que le patient sorte? Est-ce que je le mets en danger? Est-ce que c'est absolument nécessaire de faire ces tests-là que l'an dernier, je l'aurais fait? Ou au contraire, est-ce que je dois... Parce que plusieurs médecins ont arrêté de faire tous les tests préventifs, toutes les PAP, toutes les mammos pour faire sortir les patients, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui est adéquat? Est-ce qu'on peut recommencer à tout s'occuper de ça? Alors ça, c'est la conscientisation à la situation présente. C'est important de voir ça. Alors, tous ces commentaires-là, tu peux mettre ça dans les feuilles de route. Pour aider notre vie, il y a un docteur Ménard à Montréal qui a fait une grille d'observation pour la télémédecine. C'est quelque chose que je trouve très, très bien fait, là. Alors, il y a des compétences quand même, ça, on pourra vous les envoyer aussi. Ça montre qu'est-ce que tu fais au début de la visite, qu'est-ce que tu fais durant la visite, puis est-ce que c'était fait, bien fait, moins fait, avec des stratégies. Alors ça au moins, ça nous permet de bien regarder ou de bien évaluer l'interaction qu'on a eue. Alors, dans son différentiel, puis ta prise de décision, est-ce que c'est, comme je disais, que c'est adapté à la télémédecine? Est-ce qu'il peut demander un suivi? Si oui, quel genre et quand? Est-ce qu'il fait un bon résumé avec le patient? Dans son dossier, est-ce qu'il est bien écrit? Est-ce que la gestion d'urgence est là? Puis ça, c'est fascinant parce que le collège nous demande que dans notre dossier, en plus d'avoir mis, oui, que cette visite est en présentiel, qu'il y a des limites, qu'on redonne aux patients c'est quoi les numéros d'urgence, c'est quoi faire s'il se passe quelque chose. Puis, ce qu'il faut dire aussi à nos étudiants, c'est si jamais il y a une urgence au téléphone, là, je ne sais pas, moi, le patient est en train de faire un infarctus, là, tu ne raccroches pas, là. Comme tu dis au patient qui reste sur la ligne, puis toi, tu fais un deuxième appel, appelé 911, là, parce que si lui raccroche, on peut être cuit. Là. Alors, tu restes avec le patient tout le temps. Puis, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, ça sonne coco, mais au bureau, il ne laisserait pas le patient tout seul dans la salle non plus. Il serait avec le patient en attendant l'ambulance. Mais il faut qu'il fasse exactement la même chose en télémédecine. Alors, après ça, le professionnalisme, mais ça, on va en reparler. Alors, les grands principes sont les mêmes, c'est juste parfois un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus insécurisant pour nous parce que c'est un nouveau moyen. Ce n'est pas une nouvelle chose, c'est juste un nouveau moyen de faire de la supervision. Alors, je suppose que la télémédecine, maintenant, c'est comme quand ils ont décidé de mettre des caméras ou des miroirs à double côté pour la supervision directe. C'est le même principe, sauf qu'on n'est juste pas dans la même, soit même ville ou même salle ou même bureau. Avez-vous des questions sur cette partie-là? Bonjour Lynn, Oui. C'est Marc encore. J'adore ce que tu présentes, c'est tellement organisé, etc. J'aime beaucoup les ressources. Une des choses qui, pour moi, me ramène quand tu décris les choses, c'est pour l'apprenant, je vais dire l'apprenant moyen, qui fonctionne, avec lequel on a une certaine relation après peut-être là, un petit peu d'observation, ça peut aller. Est-ce que à travers le travail que tu as préparé, il y avait des choses pour l'apprenant en difficulté? Parce que c'est toujours plus un défi
Et c'est là où moi, je trouve que c'est encore plus difficile avec le virtuel, quand on s'aperçoit que, et il y a des fois que si on n'a pas une observation directe, que juste là, de revoir plus tard, on s'aperçoit des fois qu'il manque des morceaux. Alors, est-ce que tu avais des conseils pour nous? Je mets mon chapelet sur la corde à linge, je ne veux pas que ça arrive trop souvent. Non, écoute, nous, c'est parce que nous, on a eu justement des cas comme ça de résidents où ce que tu dis, oh, j'ai une confiance moyenne en présentiel, j'ai une confiance zéro en virtuel, juste parce que. Alors, nous, ce qu'on a fait avec ces gens-là, c'est qu'on a essayé, on a fait énormément de présentiel et le virtuel qu'on faisait, puis là, ça prend du temps, c'est ça que ça prend beaucoup de temps de précepteurs. Là. On rappelait les patients après ou on faisait des vidéos ensemble parce que ça nous a pris du temps à avoir cet élément de confiance-là. Puis on a essayé de faire un diagnostic pédagogique un petit peu plus précis pour voir c'était quoi qui faisait que je n'avais pas confiance ou c'était quoi qui manquait. Alors ça, c'est des apprenants que ça nous prend plus de temps, mais moi, je suis chanceuse, je travaille dans un gros groupe de médecins. Alors ensemble, on a réussi à faire beaucoup plus de supervision directe au début. Puis là, maintenant, ça commence, mais on donne moins de patients. Souvent, on rappelle les patients après. Souvent, on était au téléphone avec eux en même temps. Alors, c'était la solution qu'on a eue. Parce que sinon, si on ne fait pas quelque chose comme ça, ces pauvres résidents-là ou apprenants-là, là, ils sont vraiment malchanceux dans le temps de la pandémie parce que c'est difficile. Je ne sais pas si les autres, si ça répond à ta question, si les autres ont des commentaires là-dessus. Là. Non, je pense que tu identifies le fait que dans le pré-COVID, c'est qu'on souvent on s'assurait qu'il y avait plus un match de 1-1. Alors, le superviseur il pouvait donner beaucoup plus de temps et d'énergie à cet apprenant-là versus avoir 2 ou 3 résidents avec, tu sais, tu n'as pas du 1-1, là, tu ne revois pas tous les cas. Mais oui, je pense que ça m'impressionne que vous rappelez les patients. Ça demande quand même beaucoup au niveau de ressources. Mais effectivement, comme tu le dis, on n'a pas le choix que d'essayer d'identifier ces problèmes-là tôt pour intervenir le mieux possible. Mais c'est des gros défis. Oui, alors je sais que quand j'ai donné un cours semblable à Winnipeg, eux, ce qu'ils font, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant, c'est le premier mois du programme de résidence. Parce qu'eux, c'est un petit peu comme nous, là, ils s'en vont tous dans des bureaux privés. Là. Mais le premier mois de la résidence, ils sont restés, je vais appeler ça la maison mère, là, pour avoir que du présentiel. Parce que là, il y a un groupe de médecins, que tous les médecins travaillent des demi-journées, alors ça fait assez de temps. Puis on met tous les résidents là pour au moins avoir une base. Parce que tu ne peux pas déterminer la base, parce que je ne sais pas comment tu peux faire ça si c'est juste en télémédecine, puis que tu ne le vois pas ou tu ne l'entends pas. Alors, eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Puis ils ont réussi avec ça, c'est un peu ce qu'on a fait nous autres à notre bureau. Là. On a réussi à déterminer rapidement c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les choses à travailler. Alors, ça, c'était peut-être un moyen, mais je vous dirais, je pense que les premières fois que vous avez votre apprenant, là, ça serait bien mieux d'être en présentiel avec lui. Ou si vous faites du virtuel, que vous soyez côte à côte ou je ne sais pas trop, qu'on ait une supervision plus proche dès le début. Ça répond-tu, Marc? Absolument, oui. Je vois que on vit pas mal les mêmes choses. Oui. Ouais, je te dis, moi, mon chapelet va être là à chaque fois qu'on a des nouveaux. Là. Excellent. Alors, ben là, on a parlé, oui, que la télémédecine a changé un peu. Là, je voulais juste aller rapidement sur le deuxième objectif, c'était de comment s'organiser. Alors, pour la télésupervision directe. Là. Alors, c'est surtout pour la télésupervision, mais écoute, il faut s'assurer de connaître c'est qui notre apprenant, c'est quel patient qu'on va donner, quel genre de rendez-vous qu'on va donner. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous simple, c'est une psychothérapie? Quel genre d'observation? Alors, c'est une observation directe ou indirecte que je vais faire? Combien de temps? Alors, ça, je pense que c'est très important. Nos apprenants ont besoin de prendre du temps. Nous, on est rendu rapide, puis on a une salle d'attente à gérer. Eux, ce n'est pas leur problème, la salle d'attente. Alors, je pense que c'est
correct, qui prennent le temps qu'ils ont besoin, tant que c'est pas, mais il faut quand même une limite, là, de ne pas passer 4 heures avec le patient, mais c'est quelque chose qui nous disent qu'ils sont contents qu'avec la télémédecine, ils ont le temps, parce qu'on les regarde moins aller où ils voient moins, ils nous sentent moins stressés à cause de la gestion de la salle d'attente. Important aussi, prévoir du temps de supervision. Alors, si comme ton apprenant, ben, il est bien, mais tu veux reparler au patient, alors ça rentre dans ton temps. Et surtout, prévoir un temps de rétroaction. On devrait le faire en présentiel, mais on le fait moins. Assurez-vous que dans le virtuel, on le fasse plus. Alors, organisationnel, mais c'est des choses qu'on doit parler. Alors, tu sais, c'est vraiment niaiseux, mais parler de la tenue vestimentaire avec notre apprenant. Des gros t-shirts avec des gros dessins, ça ne marche peut-être pas. L'emplacement aussi que se mettre devant une porte quand tu fais de la télémédecine, mais pour le patient, ça donne l'impression que tu es pressé et tu veux partir. Alors, peut-être qu'il s'organise de ne pas exactement être dans de la porte. S'assurer que l'environnement est propre parce qu'il y a beaucoup de résidents qui n'ont pas nécessairement ou d'apprenants. Bien, nous, nos apprenants, nos étudiants de médecine, nous, c'est à nos bureaux. Alors, ça, c'est plus simple. Mais nos résidents, ils font ça de la maison. Alors, s'assurer que ce n'est pas dans leur chambre à coucher, que si c'est dans la cuisine, il n'y a pas plein de bols puis de plein d'affaires sales partout. Là. Les patients regardent, sont curieux de l'environnement. Alors, il est important que notre environnement soit propre. Un des professeurs disait que pendant que son résident faisait de la télémédecine, il y avait son panier de linge sale à côté de lui, derrière. Alors, tu sais, ce n'est pas des choses professionnelles. Alors, bien guetter ça. Le cadrage aussi. Alors, moi, j'ai un petit problème de cadrage parce que si je regarde ma caméra, je ne vous vois pas parce que vous êtes sur le côté. Alors, pour ça que j'ai toujours, on dirait, la tête tournée. Mais important d'avoir le visage et un peu les épaules. Trop proche, ça fait peur. Trop loin, on ne voit pas. Alors, important le cadrage pour nous et pour nos patients. Puis, essayer de regarder la caméra. Mais comme je vous dis, moi, la mienne, la façon qu'elle est placée, si je regarde, je ne peux plus rien voir sur mon écran. Alors, le mentionner de ça. Aussi, ne pas oublier, ils disent que la caméra donne 10 livres de plus, là. Mais la caméra aussi exagère nos expressions faciales. Alors, bien le dire aux résidents, puis ça, je trouve ça bien, parce que moi, j'ai beaucoup de résidents qui ont des tics nerveux ou qui font des « oh », comme une sorte de réaction quand le patient dit des choses. Bien important de dire « poker face gentil avec un beau sourire », parce que ça paraît. Documentation aussi. Dites-le aux patients, aux à mes résidents, dis-le quand tu vas taper, parce que là, tout à coup, tout ce que tu fais, c'est regarder ton clavier. Le patient a l'impression que tu ne le regardes plus, que tu n'es plus intéressé. Puis j'ai des résidents moi, qui sont riches, qui ont 2-3 écrans, puis ils se promènent d'un écran à l'autre, alors ta tête bouge beaucoup. Dis-le. Explique au patient, écoute, tu ne me verras pas regarder dans tes yeux là, parce que j'ai plusieurs écrans, mais ce n'est pas un manque de respect. Je pense qu'il faut vraiment bien dire les choses. Alléger notre horaire. Ça, c'est facile à dire. On n'a pas toujours le contrôle, mais c'est facile. Et ne pas oublier que ça prend plus de temps pour notre apprenant de parler à ces patients-là et ça leur prend plus de temps pour réfléchir. Alors, respectons ce temps-là pour nos apprenants. Faire une sélection de patients, on l'a déjà dit. Faire une courte introduction de patients, c'est priceless. Ils adorent ça. Quand tu donnes un peu d'historique, ils aiment vraiment, vraiment ça. Proposer une observation inverse alors qu'ils te regardent faire, ça c'est quelque chose qui est bien. Puis revoir, comme on a dit, les consignes de base de la télémédecine avec ton apprenant. Alors ça, c'est un peu les éléments organisationnels qu'on a mentionnés. Les observations directes, on l'a dit, c'est un appel téléphonique à 3 voix, une rencontre vidéo ou visionner la vidéo plus tard. Puis si c'est indirect, mais c'est juste un accès au dossier. Et des fois, tu peux rappeler le patient pour voir comment ça a été, comment que trouver votre apprenant, puis tout ça. Alors, selon encore le Collège des médecins de famille, planifier ta journée, mais tu détermines, c'est très, très important, comment tu vas communiquer avec ton étudiant. Est-ce que ça va être des textos? Est-ce que ça va être par téléphone, par message? Alors, très, très important, c'est quand tu veux qu'il te texte, qu'il te communique. Après chaque cas, à la fin de la journée, à la fin de la demi-journée, dès qu'il y a un problème, dire, écoute, moi, je ne peux pas te répondre parce que je vais être avec un patient. Alors, tu sais, qu'on soit très, très bien coordonné. Déterminer comment que le résident ou l'apprenant peut déterminer si le patient est vu en personne, puis c'est quoi votre processus. Alors, nous, à notre bureau, c'est seulement les médecins, notre infirmière praticienne ou nos résidents qui peuvent mettre des patients en présentiel, pas nos secrétaires. Alors, c'est-à-dire que c'est eux, il faut qu'ils apprennent comment faire le booking eux-mêmes. Mise en garde aussi, ou faire des recommandations de certains patients qui sont vus à distance. Alors, des fois, ça, ce qu'on veut dire avec ça, c'est qu'on a certains patients, je ne sais pas si vous, c'est la même chose, là, mais
Moi, j'ai des patients qui sont au Nouveau-Brunswick, j'en ai qui sont à Vancouver parce qu'ils ont parti là pour aller travailler puis là, ils n'ont pas de médecin de famille, ils sont pris. Alors, il faut faire attention parce qu'on n'a pas nécessairement des licences pour tous les médicaments ou les tests pour faire. Alors, il faut que nos résidents comprennent ça, puis nous aussi, qu'on réalise qu'il y a des contextes de distance. Puis revoir bien les principes de base. Le consentement, ça, on l'a déjà dit. Alors, le debriefing, comme mentionné, c'est super, super important. Comment ça a été? En profiter durant votre debriefing comme petite capsule d'enseignement. Revoir peut-être les critères pour voir pourquoi votre patient pourrait être vu en personne ou pourquoi c'est adéquat que ce soit juste en télémédecine. Important de revoir les buts, important de faire une rétroaction sur le cas et surtout de la documenter. Aussi, ce qui est important qu'il faut mentionner, c'est les patients peuvent donner beaucoup, beaucoup d'indices verbaux d'un examen physique. Alors, tu peux le demander là, au téléphone, es-tu capable de bouger ton bras, il bouge jusqu'où? Si quelqu'un a mal au dos, tu peux le faire coucher sur le dos et dire, écoute, si tu lèves tes jambes, ça fait-tu mal? Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'indices que tu peux faire. Puis, dans une étude qu'on a faite à Montfort, qu'on a remarqué, c'est plus tu es chevronné, plus tu es comme un patron, meilleur que tu vas être en télémédecine parce que tu vas savoir comment baisser ton langage pour le patient. Alors, tu vas être capable de donner des instructions super, super claires, tandis qu'un résident, c'est eux qu'on avait pris comme juniors, parlent trop en docteur aux patients, puis ne sont pas capables de bien dire les commandes, là. Alors, ils vont dire, fais une flexion du bras au lieu de dire plier le bras ou quoi que ce soit. Alors, c'est des petits détails, mais c'est des choses qu'il faut mentionner aussi. Important aussi de sensibiliser nos apprenants aux indices cachés. Alors, le ton de la voix du patient donne énormément d'informations. Le non-verbal, les silences, les pauses, les pleurs. Il faut tout qu'ils notent ça. Au bureau, ça serait instantané que tu l'enregistres, mais au téléphone, il faut que tu fasses ou en vidéo, mais surtout au téléphone, il faut que tu fasses un effort plus fort. Il faut qu'un environnement soit super positif pour notre apprenant. Alors, j'espère que vous les encouragez bien. Et les avantages qu'on a vus, nous, jusqu'à date, c'est que, premièrement, c'est beaucoup plus facile à suivre mon raisonnement clinique de mon apprenant parce que je regarde les notes pendant qu'il me parle. Il a eu le temps de les écrire, il a eu le temps de réfléchir. C'est beaucoup mieux rédigé. Alors, je suis capable de mieux suivre mon raisonnement. Mon apprenant a eu le temps de penser parce qu'au bureau, quand moi je sors puis lui sort, ma première réaction, c'est puis il n'a pas eu le temps de réfléchir. Tandis qu'au téléphone, c'est lui qui décide c'est quand il veut me reparler. Alors, il a le temps de tout condenser ça dans sa tête et avoir une super belle approche. Moi, j'ai des résidents qui adorent parce qu'ils ont le temps de lire sur UpToDate, ils ont le temps d'aller faire des petites recherches pour vraiment mieux consolider leur connaissance. Puis, j'en ai qui sont beaucoup moins stressés qu'en présentiel, sont très, très, très stressés parce qu'ils ressentent la pression de la vitesse, tandis qu'en virtuel, un peu moins. Alors ça, je trouve ça le fun. Ça, c'est les avantages que nous autres, on a notés. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez noté des avantages de la télémédecine. Je pense qu'au niveau des résidents, oui, ce que tu mentionnes comme avantage, ce que j'allais dire, moi, à l'inverse, c'est que de la même façon que si toi et moi, on se parle, je reconnais ta voix, j'ai une image de qui tu es, etc. On a une histoire ensemble. Pour beaucoup de nos patients, on va reconnaître que le timbre de voix a changé, l'énergie, etc. De la même façon que quand on était en présentiel puis que le patient marche vers la salle d'examen ou qu'on rentre dans la salle d'examen, on a tout de suite une impression. Les résidents qui n'ont jamais vu les patients qui n'ont jamais vu ce résident-là, n'ont pas ce visuel-là dans leur imaginaire, surtout évidemment si c'est au téléphone. Je pense que ça, en soi, c'est parfois un défi. Oui, non, tu as tout à fait raison. C'est pour ça qu'on leur dit, nous autres, porte attention à la voix, essaye de voir si qu'est-ce que c'est, parce que non, tu as raison, tu as raison. Il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, parce que nous autres, on les connaît bien. Ça doit être difficile pour eux autres, pauvres résidents. Alors, les éléments technologiques, ça c'est facile, les outils de communication, bien, il y a le texto, qui est beaucoup plus sécuritaire que Messenger ou WhatsApp. Sauf que WhatsApp, maintenant, il y a certaines versions qui sont encryptées, alors probablement que tu pourrais l'utiliser.
Tu peux utiliser ton téléphone ou ton mobile, mais ne pas oublier, comme je vous dis, si c'est des textos, si c'est des choses qui sont par écrit, là, de faire attention qu'il n'y ait pas trop de détails parce que si jamais ça sort, qu'on puisse les reconnaître. Téléphone ou mobile, on l'a dit. Les logiciels pour la téléconférence, il y a Teams. Nous, à Montfort, c'est Teams. Il y a Zoom aussi, la version payante. Elle est acceptable parce qu'il y a un chiffrement. Celle que moi j'ai, elle ne serait pas bonne, alors il faut faire attention. Il y a certains logiciels qui sont reliés à nos dossiers électroniques qui sont approuvés, puis il y a OTN en Ontario. Alors, je pense qu'il faut prendre qu'est-ce qui est accepté par la province. Moi, j'ai beaucoup de patients qui voudraient juste faire FaceTime parce que c'est beaucoup plus facile. Ce n'est pas sécure, donc on ne le fait pas parce que ce n'est pas recommandé par la province. Puis il faut le dire à nos résidents aussi parce que ça, sont techniques. Il y en a plusieurs qui sont tellement bons en technologie, ils vont me sortir plein de logiciels. Il faut que ce soit des logiciels acceptés par le gouvernement. Vous autres, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez pour faire votre télémédecine? Des fois, un petit peu FaceTime. Oh, excuse. FaceTime, OK. Si jamais, c'est très rare, là, mais dans certaines occasions, les familles ne sont pas capables d'accéder à notre système. Moi, je te dirais que si tu fais FaceTime vraiment bien, je le dirais là, pour qu'il tu réalises que ceci n'est pas sécure, alors que ça ne soit pas trop des choses compromettantes. Là. Mais moi aussi, j'ai une patiente qui a voulu absolument faire FaceTime, me montrer un rash. Là. Dieu merci que c'était sur le doigt, là, mais j'aurais été très mal à l'aise autrement. Toi, Marc, tu disais quoi? Ce que j'allais dire, c'est tantôt, tu mentionnais les prescriptions. COVID a amené certaines bonnes choses. Alors, nous, au niveau du système, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré que les résidents avaient une signature électronique et ils peuvent maintenant faxer une prescription. Et la façon de le faire, c'est que quand le résident fait sa note, on exige évidemment qu'il soit rentré avec les initiales du superviseur. Mais s'ils s'enregistrent directement juste avec leurs propres initiales, ils peuvent maintenant faxer une prescription et elles vont avoir leur signature avec leur numéro. Alors, c'est une façon qu'on a utilisée pour contourner, pour qu'ils puissent être un petit peu plus efficaces, surtout quand ils travaillent de la maison. Parce qu'autrement, il fallait qu'ils nous envoient un message. Marc, peux-tu envoyer cette prescription-là à la pharmacie? Fait que c'était une façon au niveau de technologie de modifier notre fonctionnement, mais qui permettait aux résidents d'être plus indépendants puis plus efficaces. Oui, c'est ça. Nous autres, on a cette fonction-là, mais on ne l'utilise pas beaucoup parce que j'ai certains de mes collègues qui se sentaient mal parce que ton nom à toi ne paraît plus sur la prescription. Puis il y avait toujours peur que si jamais ils veulent le renouveler puis se mettre ça là, pas chez nous, que ça ne marche pas, puis qu'on oublie. Mais tu as raison, je pense que c'est un bon moyen de les rendre autonomes. Alors, mes conclusions, les messages clés, c'est que la télémédecine, c'est un nouveau moyen qui est là pour rester. La télésupervision, par conséquent, va être là pour rester. Que nos compétences de superviseur clinique sont transférables à la télésupervision. Alors, on n'a pas nécessairement beaucoup de choses à apprendre. Il faut juste peaufiner certaines choses qu'on utilisait. Qu'il y a beaucoup d'outils qui existent pour nous aider dans notre télésupervision. Qu'il faut être indulgent. Il faut être patient avec nous, patient avec nos apprenants. Puis là, je comprends que ça fait 9 mois, puis c'est beaucoup moins innovateur que c'était, mais on a toujours des nouveaux résidents qui arrivent, on a toujours des nouveaux patrons qui arrivent. Alors, je pense que ça va être une adaptation qui va être là pour un bon bout de temps. Et très, très important de continuer, surtout encore plus, là, les rétroactions et les évaluations pour permettre aux autorités de vraiment voir si nos résidents passent leurs résidents, comme les examens sont souvent repoussés. Là, je pense que la prochaine session va être correcte, mais il y a toujours au cas que ça arrive encore s'il n'y a jamais une autre pandémie. Alors, mes objectifs ou les objectifs, c'était que vous pouviez comparer la différence et la similarité entre la supervision traditionnelle et la télésupervision. Alors, j'espère qu'on a travaillé ça un peu. Puis, expliquer les éléments organisationnels et technologiques qui nous facilitent la télésupervision. Alors, ça, c'était nos objectifs. J'espère qu'on les a atteints. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions pour nous. Docteur Pitts et Géraldine, oui. Docteur Larivière a dû quitter, mais elle avait mis un petit mot en disant « Penser aux meilleures pratiques pour la supervision virtuelle nous mène aussi à une réflexion sur les meilleures pratiques pour les soins en général, en virtuel et en temps de COVID. » Excellent.
Excellent. Est-ce que je peux prendre le fait que je parle? Docteur Marc, je n'ai pas votre courriel ni votre nom de famille. Je suis vraiment désolée, mais il me le faudrait, s'il vous plaît. Absolument. C'est le nom de famille, c'est Lebeau, L-E-B-E-A-U. Oui. Et mon courriel, c'est M-A-L-E-B-E-A-U à bruyère.org. Désolé pour l'interruption. Merci beaucoup, Lynn. De rien. Merci. Je dois commencer ma clinique, alors je vous quitte. Merci Parfait, encore. parfait. De rien. Alors, écoutez, merci beaucoup. On continue à avoir nos sujets de pédagogie. Et juste une petite primaire, probablement qu'en septembre 2021, on va développer un curriculum pour les enseignants. Alors, un curriculum un petit peu plus poussé qu'on va faire probablement tous les mois ou à tous les 2 mois sur des sujets particuliers en enseignement. Alors, c'est une primaire. Alors, merci beaucoup. Bon week-end. Profitez-en bien.